parce que vous savez, là, c'est la partie très importante de la journée. On a eu une annonce ce matin, on a eu M. le maire cet après-midi, des initiatives, mais là, on se projette dans l'avenir. Et puis, c'est le nouveau co-titulaire citoyen de la chaire de recherche en santé durable, M. Guy Poulain, qui va animer cet atelier. Guy, alors, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. J'aime bien me libérer du micro. Alors, je pense que vous commencez à connaître mon nom. Là. Il a été dit quelques fois aujourd'hui. Alors, je vais d'abord demander aux panélistes de se présenter, puis je me présenterai un petit peu plus en détail par la suite. Fait que, une petite minute, une minute et demie, juste pour dire qui vous êtes, pour que les gens sachent à qui ils s'adressent. Alors, je commence ici. Bonjour. Thomas Bastien, je dirige l'Association pour la santé publique du Québec. Donc, les 3 jours qui vont suivre vont être dédiés à la santé durable. C'est notre organisation qui l'organise avec plusieurs autres associations. Et puis, pour reprendre l'exemple de Carole, je suis papa d'un petit gars de 8 mois, agronome, et je dors plus depuis 6 mois environ. Pas trop de cerne, quand même, c'est pas si mal. On poursuit. Oui, Cathy Vaillancourt, je suis professeure à l'INRS, mais je dirige aussi le regroupement de recherche en santé intersectorielle de l'Université du Québec. Et tu m'as volé mon punch, mais je voulais faire comme Carole aussi. Donc, je suis pas maman, mais je suis originaire de l'Abitibi et je suis très attachée à cette région. Alors, pour moi, tout ce qui est ruralité, région éloignée est très important en ce qui concerne la santé. Merci. Oh, le micro. Tu es trop habitué au virtuel, Vincent. Ah, il ne veut pas. Oui. Alors, mon nom est Vincent Dumès, donc je suis un patient partenaire. J'ai plusieurs problématiques de maladies chroniques. Plus je vieillis, plus je suis en santé. Donc, c'est bon, ça. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment... je pense que c'est plus à cause de la science que de mes comportements. Pourtant, j'essaye, mais... je co-dirige donc le centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public à l'Université de Montréal. Et puis, je suis aussi directeur des partenaires communautaires à la faculté de médecine. Et accessoirement, je collabore, comme plusieurs ici d'entre vous, à l'unité de soutien à CSA du Québec, avec le docteur Antoine Maud. Merci. Il est un peu modeste, il ne le dira pas, mais pour les gens qui lisent la presse, c'est un des 15 influenceurs du Québec qui ont été identifiés par le journal La Presse. Alors, je voulais juste le rappeler, là. Bravo, bravo. Et il a aussi trouvé la recette secrète dont le maire parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu deviens de plus en plus en santé en vieillissant. Tu pourras la partager. Je suis Isabelle Genet, je suis PDG de Centraide, Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. Donc, bien impliquée dans ma communauté comme citoyenne avant tout. Depuis très longtemps, je viens du milieu de l'entrepreneuriat. J'ai créé des organisations sans but lucratif, comme par exemple la Grande Journée des petits entrepreneurs. Je me suis impliquée dans la création du accélérateur incubateur technologique Le Camp. Et voilà, donc profondément en amour avec ma région, les populations, et en incluant absolument tout le monde sans laisser personne derrière. Merci beaucoup. Et la dernière, mais non la moindre. Je me demande, oui, mais je ne trouvais pas le bouton. Je me disais, bon, c'est parfait, ça fonctionne. C'est contrôlé dans ben oui, j'ai fini là. par comprendre. Dieu le Père est là-bas. Là. Donc, Julie Bellavance, je suis organisatrice communautaire pour le CIUS de la capitale nationale, plus spécifiquement pour le secteur de Limoilou. Grosso modo, on accompagne des projets, on soutient des initiatives dans les communautés pour améliorer les conditions de vie des gens, mais particulièrement des populations plus vulnérables. Et je suis désolée de vous dire que moi, je dors très bien. Merci beaucoup. Alors moi, vous commencez à connaître mon nom. Moi, c'est Guy Poulain. Je suis un citoyen partenaire, co-détenteur de la chaire en recherche en santé durable depuis ce matin. Mais je suis impliqué dans beaucoup d'autres endroits. Le Centre d'excellence partenariat patient public, je suis impliqué sur un comité d'orientation, sur une table de santé numérique. Je suis aussi à l'unité de soutien service de système de santé apprenant, sur le bureau de direction, sur une communauté d'expérience qui est une communauté de patients et patientes en recherche au Québec. Le réseau québécois COVID, pandémie. Alors bref, j'ai plusieurs implications. Ça fait plusieurs années que je m'implique. Alors, c'est sûr, comme je vous l'ai dit ce matin, pour moi, de se retrouver avec ma collègue Nadine, citoyenne co-détenteur d'une chaire de recherche, ça traduit tout ce travail-là que j'ai fait, mais que d'autres ont fait, puis que d'autres ont même commencé à faire avant que je m'y mette. Je voulais vous donner, avant qu'on débute, je vous traduire déjà une première perception.
Quand j'ai commencé à Vitam, au début, ça s'appelait CERSPUL, c'est très dur à prononcer, puis je ne me souviens pas de ce que ça veut dire, demandez-moi-le pas, mais il y avait des journées scientifiques à l'époque. Puis je me souviens d'une des premières journées scientifiques auxquelles j'ai participé, c'était 5 chercheurs avec une chercheuse ou un chercheur, une chercheuse qui animait. Alors, juste la composition de ce que vous voyez aujourd'hui, un citoyen partenaire qui anime une rencontre, une chercheuse, un organisme qui fait la promotion de la santé durable, des spécialistes au niveau du partenariat patient, Centraide, une organisatrice communautaire qui travaille essentiellement avec les communautés. Bien, le thème de l'atelier, c'est le futur de la santé durable. Bien, vous commencez déjà à le voir, le futur, c'est qu'il va falloir travailler puis un peu briser les frontières puis les silos entre les divers partenaires. Alors, je trouve que ça traduisait bien aujourd'hui cette composition-là de vers quoi on voudrait aller. Évidemment, on ne part pas de zéro. Je pense qu'on a vu des projets qui nous ont été présentés, vous en connaissez. Alors, l'idée n'est pas de dire on ne faisait pas de santé durable en recherche, puis on va commencer à en faire. Non, il y en a déjà. La question, c'est comment peut-on penser accélérer ça? Alors, juste pour peut-être un petit exercice de réchauffement, il y en a plusieurs qui ont participé à une partie ou à l'ensemble de la journée. Peut-être juste me dire en une phrase ou deux, de tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous frappe particulièrement? On recommence à l'envers. Julie? Elle était là en virtuel ce matin. Oui, bien, pour la plupart des conférences. Ce que je retiens, évidemment, c'est ce qui me parle le plus aussi, là, c'est l'idée, c'est le désir et de continuer de mettre le citoyen et la citoyenne au cœur des projets ou de certains projets. Évidemment, c'est ce qui m'anime le plus. Puis, effectivement, je crois que c'est la voie d'avenir pour améliorer la santé des populations. Donc, c'est ce qui me parle le plus. Parfait, merci. Madame Genet? Moi, j'étais là plus cet après-midi, mais j'ai entendu inégalité sociale comme étant quelque chose de fondamental à contrer dans des présentations de chercheurs, dans des annonces, dans des textes, Ça, là, c'est comme, plus que comme citoyen, comme humain, de mettre ça au cœur et de le mettre dans une chaire de recherche, mais dans toutes les présentations qui ont été faites. Pour moi, mon Dieu, que ça fait du bien d'entendre ça. Okay. Ça fait depuis 1974 au Canada. Je ne veux pas dédire ce que M. le maire disait, là, mais c'était dans le rapport Lalonde là, que ça a été mis de l'avant pour la première fois, là, les déterminants sociaux qui affectent la santé des populations. Et que c'est le fun d'entendre la lutte aux inégalités sociales au centre des discussions puis des préoccupations. Vous savez, les deux plus grandes qualités quand on veut changer les choses dans la société, c'est la patience et la persévérance. Parce que les choses ne changent pas rapidement, mais finissent par changer. Vincent, je me permets à certaines personnes de les tutoyer. Bon, Julie, je la connais bien, Vincent aussi. Les autres, je vais vous voyer. Non? OK. En tout cas, je vais voir. Vincent, est-ce que tu as frappé? Ce serait plus une impression d'ensemble qui va aussi avec mes préoccupations du moment, mais qui a beaucoup résonné aujourd'hui. C'est faire confiance aux citoyens dans sa capacité à prendre soin de lui-même et à s'occuper de sa santé. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Je pense que c'est une condition sine qua non qui fera en sorte que si dès le départ, cette confiance n'est pas là, c'est comme cet acte de foi, ça va être compliqué de véritablement l'engager et de sortir d'approches des fois un petit peu plus paternalistes ou un petit peu plus, je dirais, évangélisatrices, comme on a pu voir dans le passé, qui ont eu plus tendance à tuer l'action qu'à la motiver. Aujourd'hui, on est une population où les citoyens prennent déjà beaucoup de soins d'eux-mêmes. Il y a déjà beaucoup d'actions. Je pense qu'il faut partir de là avec des capacités des fois importantes, des fois des capacités limitées, dépendamment des types de population, mais partir de ce qui existe. Et je pense que c'est pour ça que c'est essentiel d'avoir dans cette chaire ou dans d'autres initiatives des citoyens comme partenaires pour justement pas oublier, pour que cet élément-là reste central dans la réflexion et surtout dans l'acte de foi par rapport à cette confiance qu'on accorde aux citoyens en santé. Puis c'est revenu à plusieurs reprises aujourd'hui, donc ça m'a fait plaisir. 2-3 phrases, hein? On se connaît. Tu auras l'occasion d'en rajouter. Alors, Cathy, ouais. C'est 3 mots: décentralisé, territorialisé et leadership. Mais pour moi, dans l'innovation sociale, on oublie souvent que les gens en région ne sont pas nécessairement pris en compte. Alors, pour moi, c'est de leur donner leur leadership, de se prendre en main et de travailler sur place sur leur santé durable. Merci. Et en conclusion, pour ce premier tour de table? Je pense que j'irai davantage sur maturité et momentum. C'est le moment de le faire. On est rendu là. OK. C'est pas mal ça.
J'aurais dit santé durable, mais vous êtes au courant. Parfait, merci. Alors, une petite consigne pour les gens dans la salle. Si vous avez des questions, au fur et à mesure, vous allez derrière un des micros, et je vais surveiller du coin de l'œil. Alors, au lieu d'attendre à la fin puis de perdre vos idées, si jamais il y a des choses qui vous intéressent d'approfondir, ben, vous demandez la parole, juste en allant dans le micro, puis je vais vous la donner. D'accord? Alors, une première question, celle-là va être adressée particulièrement à Cathy et à Thomas. Permettez que j'appelle Thomas aussi? Oui, OK. Il y a deux enjeux, on peut parler de beaucoup de choses sur la recherche en santé durable, mais il y a deux enjeux, dont un premier, on parle depuis ce matin, faire avec. Faire avec les citoyens et les citoyennes, faire avec les communautés. Puis c'est sûr que c'est séduisant comme idée. Personne n'est contre ça en soi, je pense. La question, c'est comment on fait ça concrètement? C'est comment l'appliquer. Puis moi, mais comme je suis un citoyen partenaire, moi, ce qui m'intéresse dans mes participations à divers endroits, c'est concrètement comment ça va marcher, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va donner. Parce que sinon, on reste au niveau des principes vertueux. Donc, les chercheurs, je commence avec vous, Cathy, les chercheurs, les chercheuses, qu'est-ce qu'il faut qu'ils changent? C'est quoi leurs défis, leurs enjeux pour travailler davantage avec les patients, avec les citoyens, avec les communautés? Mais c'est qu'on donne le temps à ça aussi. On est beaucoup bousculé dans nos activités, mais le temps de dialogue n'est pas nécessairement tenu en compte aussi dans le développement de recherche ou dans la mise en place ou dans la co-construction de recherche. Et je vais remettre mon chapeau du RISUC, c'est aussi lorsque le chercheur vit à la même place que le citoyen, ça fait une grosse différence pour travailler ensemble. Il vit les mêmes réalités. Alors, c'est d'aussi permettre les recherches et les développements dans les régions, que ce soit ancré dans la région. Donc, c'est un peu ce que l'Université du Québec a. On le fait à l'UQAT. Donc, Catherine en est un bel exemple. Il y a une facilité, lorsque tu vis à la même endroit, d'entamer un dialogue. Mais le temps, l'espace-temps, il doit être tenu en compte et créé aussi dans la réalité. Comment créer cet espace-temps-là? C'est-tu le bailleur de fonds qui devrait en tenir compte dans son analyse de la distribution des fonds? C'est une question de mentalité? Regarde là. Non, je l'entends souvent, mais comment faire pour que ça change? Parce que sinon, ça va rester un vœu, tout simplement. Je pense que ce n'est pas juste le bailleur de fonds. Je pense que c'est la réalité de qu'est-ce que c'est un chercheur. Est-ce que c'est d'aller chercher de l'argent, produire des publications, former des étudiants? Il y a autrement de ça. Il y a une remise. On doit redonner aux citoyens, on doit redonner à notre province, il doit y avoir quelque chose qui n'est pas quantifiable, qu'on fait, mais qui devrait être quantifié lorsqu'on évalue. Moi, je suis en fin de carrière, fait que je n'ai pas ce problème-là, mais un jeune chercheur, mesuré par sa productivité, donc il va pour survivre là-dedans, il doit ça. Donc, on ne lui donne pas cet espace-temps-là de dire hey, tout ce que tu fais pour mobiliser les citoyens, tout ce que tu fais sur le terrain, ça va te prendre 1 an ou 2. Il n'est pas là, ça. Il n'est pas tenu en compte dans son évaluation. Donc, puis même dans la formation aussi de nos étudiants, ils sont évalués par la note, le nombre de publications. S'ils font du transfert de connaissances, s'ils font du bénévolat, s'ils vont présenter, puis vulgariser c'est important de tenir ça en compte aussi. Pour moi, l'université, c'est une formation qui devrait être globale et non pas juste productivité et notes. Ça n'enlève pas l'autre, mais il devrait y avoir de la place pour les deux. Moi, quand je suis arrivé dans le merveilleux monde de la recherche, il y a quelque chose qui m'a fasciné. À un moment donné, j'entendais, et avec tout le respect que j'ai pour mon ami Jean-Pierre, que Jean-Pierre est un des chercheurs les plus cités au monde, puis France, à Québec, probablement d'autres. Puis c'est sûr qu'il y a un côté prestigieux à ça, mais le monsieur n'avait pas posé la question, oui, mais cité par qui? Bien, cité par d'autres chercheurs. Fait que c'est comme un peu un cercle, ça. Fait que tu te dis, bien, moi, que Jean-Pierre ait fait 72 000 études qui n'ont pas s'il n'y avait pas d'impact sur la population, bien, c'est un peu inutile. La quantité n'a pas d'importance quand on est citoyen ou patient. Ce qui compte, c'est l'efficacité puis l'impact. Mais ça, c'est toute la structure je dirais, des valeurs qui entourent la recherche au Québec. Je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs. Vous, comment vous voyez ça, cette question-là? Qu'est-ce qu'il faut changer pour que les citoyens, pour travailler avec les citoyens et les communautés, de la part des chercheurs? J'aime beaucoup ce que tu as dit, Cathy. J'aime beaucoup aussi ce que vous dites. Ce que je trouve fascinant, et plus particulièrement par rapport à l'Association pour la santé publique du Québec, c'est qu'on est en collaboration avec un tissu associatif, on est en collaboration avec un tissu communautaire. Et moi, la grosse question que je me pose, c'est quand un chercheur parle avec un citoyen,
est-ce qu'il y a un lien de confiance qui existe entre les deux? Est-ce que, en tant que chercheur, je connais la personne avec qui je veux parler, puis réciproquement? Est-ce que, quand la personne me parle, est-ce que j'écoute ou est-ce que ça traverse? Alors après, justement, quand on se pose davantage la question en fait du tissu communautaire, on se rend compte en fait que les personnes qu'on écoute le plus dans la vie, c'est nos amis, c'est notre communauté, c'est les personnes en qui justement en fait quand il y a une opinion qui est donnée, ben, c'est ça qu'on va aller chercher. Et moi, ce qui me préoccupe le plus à chaque fois, quand j'entends des avis de chercheurs, c'est des avis de chercheurs qui sont envoyés dans le ciel complet, mais il n'y a personne qui est là pour attraper ce message et pour le transformer dans la communauté, pour faire en sorte justement qu'il y a des personnes qui écoutent. Donc, c'est ça, pour moi, en fait, l'avenir de la santé durable, c'est de faire en sorte que, oui, il y ait des patients qui soient impliqués, parce que la population, elle doit être là, mais on ne va pas pouvoir parler à des millions de personnes au même moment, au même temps. C'est impossible. Puis qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a des organismes communautaires qui sont présents et qui représentent des populations, qui représentent justement ce lien de confiance qui est nécessaire. Donc, la relation entre le milieu de la recherche, le tissu communautaire et après les citoyens, c'est ça qui va être important. Donc, je pense que le tissu socio-communautaire, c'est ça qui va nous manquer au cours des prochains mois, au cours des prochaines années, et puis j'espère qu'on va être beaucoup plus impliqués. Parfait. Vous savez, avoir des citoyens, des citoyennes impliqués dans la recherche, c'est un peu comme avoir un médecin de famille. C'est un pas en avant d'avoir un médecin de famille, mais si on n'est pas capable de le voir, ça ne donne pas grand-chose. Alors, si c'est un citoyen, une citoyenne impliquée, ce n'est pas juste qu'il y a une présence. Il faut qu'il y ait une présence qui est consistante puis qui a un effet sur la recherche. Puis, par expérience, je peux vous le dire, j'ai vécu des endroits où ma présence était une plante verte. Puis d'autres endroits où, au contraire, on accordait beaucoup d'importance à ma présence et à celle de d'autres patients citoyens. Alors, ce piège-là, il n'est pas disparu parce qu'on veut impliquer davantage de citoyens dans la recherche, là. Si on les traite un peu de façon instrumentale, je pense que c'est ma collègue qui disait ça, Mme Laprise, que c'est juste pour cocher une case, c'est sûr qu'on n'avance pas à ce niveau-là. Là, je vais aller vers le communautaire. Comme, tu sais, Julie est un petit peu énervée, là, mais j'ai dit, inquiète pas, ça va bien aller. Par définition, une organisatrice communautaire, ça travaille avec la communauté, ça travaille avec les groupes communautaires du milieu, ça travaille avec des patients, des citoyens, des citoyennes. Toi, de ton point de vue, qu'est-ce qu'il va falloir que les gens en recherche fassent pour créer vraiment ça, là, créer un lien de fer avec les communautés et les citoyens? Pas trop difficile comme question, ça? Je m'y attendais. On n'avait pas les questions à l'avance, mais je me doutais un peu du pourquoi j'étais là quand même. Aucune question à l'avance. Hein? Donc, ils ont accepté généreusement d'être dans l'ouverture et un peu inconfort. Oui, Julie. Donc, ce que ça va prendre pour rapprocher les chercheurs avec les communautés, bien, je reviendrai sur une chose que Madame a dit au début. On parlait, vous avez effleuré un peu les bailleurs de fonds. Puis je reviendrai là-dessus, quand même, l'importance que les bailleurs de fonds considèrent que oui, c'est long quand même. Justement, la création de liens de confiance avec les gens, la création, le fait d'aller les consulter, des fois de co-créer avec la population, ça demande du temps. Donc, il faut que déjà les bailleurs de fonds qui financent les projets, qui financent les organismes communautaires, qui financent, doivent nécessairement le prendre en compte, que c'est long, ça demande du temps, et ça, bien, ça demande de l'argent. Donc, le prévoir déjà, puis même, au niveau des organismes communautaires, oui, je pense qu'immanquablement, ils font partie, du plan de match pour la suite, pour la recherche, mais les organismes communautaires aussi, évidemment, ont leur propre enjeu, dont la question, évidemment, du financement. Les organismes peinent à répondre, bien, je pense que... Je prends pour acquis que tout le monde sait un peu, mais je vais peut-être en glisser un mot quand même. Les organismes sont surchargés, ils n'ont jamais eu autant de demandes, peinent à répondre aux besoins de la population. Isabelle, j'imagine que tu vas peut-être en glisser un mot aussi. Et donc, de se lancer dans ce pan-là de la recherche, certains le font, mais il faut quand même le prendre en considération que déjà, on peine à trouver du temps à répondre aux besoins. Donc, ça rajoute en fait à la charge, même si tout le monde n'est pas, on n'est pas contre la vertu, là. C'est super important de s'impliquer dans la recherche, mais je n'ai pas une réponse toute faite si facile, mais c'est juste considérer le contexte d'un organisme communautaire en ce moment, c'est pas facile. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il faudrait faire un soutien financier des groupes communautaires, notamment pour leur donner l'espace ou l'organisation pour qu'ils puissent prendre un peu de temps pour participer à des recherches.
Oui, tout à fait. Je pense que ça passe, entre autres par ça, oui. Un soutien financier parce que sinon, sinon on n'y arrivera pas. Là. Je veux dire, ça prend des ressources. Puis là, bon, on est aussi dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est autre chose. Là. Donc, ça ne sera pas si facile que ça, mais nécessairement, il faut passer par respect pour les organismes de dire, bien, si on veut vous embarquer avec vous dans la recherche, on va prévoir du financement parce que sinon, on est conscient que c'est pas possible. Je rebondis là-dessus avec Mme Genet. Ouais. Ben, Est-ce que Centraide pourrait aller jusqu'à soutenir financièrement la participation à on la le recherche? fait. On le fait. Ouais. Ben, en fait, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on voit chez Centraide présentement. C'est vraiment intéressant. Je lis évidemment, on fait, c'est très proche, hein, ce qu'on fait là. Centraide soutient dans la région de Québec et Chaudière-Appalaches 215 organismes. Quand on s'engage pour les soutenir, on les soutient pour 3 ans. Mais ça ne se fait pas comme ça. Là. Faire une demande, il y a des gens ici, je sais qu'il y a des gens proches de Centraide qui sont dans la salle qui savent qu'est-ce que c'est. Ça ne se fait pas comme ça. On a une rigueur vraiment, vraiment, vraiment dans ces investissements-là. Ça veut dire qu'on ne peut pas à chaque année dire à des nouveaux organismes qui ont des besoins, de dire, bon, ben on peut en rajouter. On s'est engagé pour 3 ans. Nous autres, à chaque année, on refait une campagne et on investit ça. Juste pour vous mettre en perspective, les Centraides du Québec, on est les 2e investisseurs dans le communautaire après le gouvernement du Québec. Ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de besoins criants qui reposent sur toutes nous autres ici, parce qu'il n'y a pas une scène qui rentre chez Centraide qui vient d'une subvention. C'est des dons. Fait que ça, c'est tous nous autres, là, la philanthropie. On pourrait avoir une belle grande discussion éthique sur c'est quoi le rôle de la philanthropie sur le soutien communautaire et, entre autres, son impact sur la santé des populations, parce que le réseau communautaire est souvent la première ligne pour beaucoup de populations vulnérables ou moins par rapport à des enjeux de santé, qu'elles soient physiques, mentales ou un grand mélange des deux, comme c'est souvent le cas. Maintenant, on a aussi un fonds qu'on appelle le fonds d'initiative. Puis je vais vous donner un exemple qu'on a fait. La clinique Spot à Québec, ça existe grâce à l'Université Laval et Centraide qui ont parti ça ensemble en premier puis qui ont mis l'argent dedans. Et ça, c'est accessible pour des groupes communautaires qui se mettent ensemble avec, par exemple, là, c'est l'Université Laval. Et là, on a un accès à des soins de santé par des professionnels de la santé pour les populations qui sont des affiliés. Ça, là, c'est assez unique. Et on en a plusieurs des projets comme ça qui sont sur des fonds d'initiative. Évidemment qu'il y a tout un cadre pour ça. Et on est plusieurs Centraides à avoir certaines choses comme ça. Maintenant, pourquoi? Vous dites, comment c'est qu'on ne sait pas ça, nous autres, il me semble, Centraide? Bien, parce que, savez-vous quoi, le dollar que vous donnez, il ne passe pas en publicité. Il s'en va dans les organismes. Maintenant, les besoins criants qui se développent comme ça, puis qui sont aussi importants dans les organismes, ça fait aussi que c'est difficile pour eux de dire, hey, c'est vrai que si je me projette, parce que moi, je suis à la tête d'une banque alimentaire dans le coin d'Orsainville, si je me projette, puis que j'ai ce projet de recherche-là, puis que je m'impliquais, je me semble que ça nous avancerait dans quelques années. Ouais. Sauf que là, j'ai du monde qui sont en départ de maladie parce qu'ils n'en peuvent plus, sont épuisés. La file s'allonge, puis je viens de trouver, puis ça, c'est une vraie histoire, à Beauport, je viens de trouver 2 messieurs qui dorment dans le cabanon à côté de chez nous parce qu'ils ont perdu leur logement, ce qu'on ne voyait pas il y a 2 ans. Ça, c'est la réalité. Fait que là, comment on peut trouver une façon de... Bien, nous autres, Centraide, au centre de ça, c'est sûr qu'on est là pour soutenir ça. Puis la Clinique Spot, c'est vraiment un bel exemple de ça. Il pourrait y avoir des projets pilotes. Mais on en a, oui. Puis des initiatives où est-ce que plusieurs organismes communautaires se mettent ensemble. Il y en a plusieurs. On en finance plusieurs par année. On met presque 1 million par année dans des projets comme ça à chaque année. Puis il y a du beau matériel et un beau bassin fertile pour aller chercher peut-être l'implication dans des projets de recherche. Puis je rejoins ce que mes collègues disaient, dans la mesure où est-ce qu'on comprend la réalité des organismes communautaires présentement. Okay. Pendant que vous avez le micro, une des choses que moi j'ai constatées dans mes implications diverses, où j'ai côtoyé plusieurs dizaines de patients et de citoyens, il n'y a pas une très forte représentation dans ces patients citoyens-là de personnes très vulnérables ou de personnes qui sont un peu désaffiliées au niveau social. Alors, c'est sûr que c'est une préoccupation quand on parle de la diversité et de l'inclusion. On veut avoir toutes sortes de citoyens qui s'impliquent, mais on veut aussi avoir des gens qui représentent... Bien, la carte qu'il y avait tantôt là, sur l'insécurité alimentaire, puis là, tout de suite, j'étais à côté de Vincent, je disais, hey, ça serait le fun de superposer les déserts alimentaires. Ah, bon, c'était ça. Juste après, donc l'offre alimentaire, oui, c'est vrai. Ça reste que, pour moi, cette image-là nous montre à quel point les populations vulnérables sont 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus touchées par ces enjeux-là. Puis
Puis ça, on l'a dit et répété, entre autres, dans une publication qu'on a faite en 2020 qui s'appelle « Du plomb dans les ailes ». S'il vous plaît, si vous ne l'avez pas lu, je vous suggère. Puis il y a même quelqu'un qui a participé à la rédaction sur notre comité social ici dans la salle. Merci du fond du cœur. Où est-ce qu'il y a tout un chapitre sur les inégalités sociales en santé, où est-ce qu'on ne se tague pas d'aller au fond des choses de toutes les inégalités sociales, mais quand même ça, c'est important, puis c'était un des enjeux sur lequel on voulait se pencher. Et on se rend compte que dans cet aspect-là, à chaque fois qu'on a consulté, les gens les plus vulnérables, les populations vulnérables, les populations désaffiliées sont jamais au centre des solutions où on ne les consulte pas. Moi, il y a une femme qui m'a dit une fois au café rencontre sur Saint-Joseph, j'étais allée manger là pour aller aider, elle s'est mise à côté de moi et elle m'a donné une petite tape de même sur la cuisse. Elle m'a dit, vous savez, madame, quand on est pauvre, là, on n'est pas pauvre de tout. On est capable de participer à des discussions, puis nous, on connaît notre réalité. Ouais. Mais là, on rajoute la couche. C'est difficile pour des citoyens engagés, éduqués, impliqués, qui sont articulés. Vous en êtes un exemple. Des fois, de trouver sa place, puis d'être là, puis de contribuer. Imaginez dans des populations vulnérables. Ouais. Et on échappe des choses importantes à cause de ça. Tout à fait. Mais vous savez, par contre, il y a des intérêts au niveau individuel. C'est que maintenant, ça passe de plus en plus dans la mentalité. Il y a des compensations financières qui sont offertes aux personnes qui participent à ce genre. Notamment en recherche, c'est assez répandu. Ce qui est moins répandu pour financer un organisme pour soutenir ça, mais individuellement. Mais effectivement, moi, je le constate bien que il y a une surreprésentation des gens universitaires, une surreprésentation des gens scolarisés. C'est pas inutile, mais c'est juste qu'il faut élargir un peu. On comprend pourquoi, là. C'est facile à comprendre pourquoi, mais il faut décider puis faire en sorte que ça change, mais il faut prendre la décision collectivement de le faire. Alors, le grand spécialiste du partenariat, non, sérieusement, je reviens avec la question, Vincent. Qu'est-ce qu'il faut que notamment les chercheurs fassent, les chercheuses fassent de différent pour impliquer davantage de patients et de citoyens, pour que l'accélération se poursuive, parce que c'est quand même mieux que 5 ans puis il y a 10 ans. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le futur soit davantage avec ce partenariat-là? Donc, j'appuie ce que mes collègues ont dit. Peut-être je reviendrai sur 2-3 points rapidement, à mon avis, essentiels. La première question qu'on m'a posée quand on a présenté le projet du patient partenaire à la faculté de médecine de l'Université de Montréal en septembre 2010, c'était par le chef du département de chirurgie, je me rappellerai toujours. Et je vous rappelle quand même que cette initiative-là a été lancée par un cardiologue aussi. Les cardiologues sont très, très actifs depuis longtemps sur ces questions-là. C'est bien beau tout ça, mais il va falloir nous expliquer c'est quoi l'expertise d'un patient. Donc déjà, le premier point, c'est la reconnaissance et la connaissance et la reconnaissance des savoirs citoyens. Qu'est-ce que des savoirs citoyens en santé, des savoirs des patients? On est vraiment face à une véritable oppression épistémologique, là, si on appelle ça comme ça. C'est-à-dire que vous faites des recherches dans PubMed sur cette question-là. Alors, on en a beaucoup parlé, mais on se rend compte que dans les 15 dernières années, il y a très peu d'études sur vraiment la nature de ces savoirs. Donc, que ce soit les savoirs patients, les savoirs communautaires, etc. Donc, il y a un vrai travail de compréhension et de valorisation de ces savoirs-là qui est essentiel, bien entendu, pour qu'on reconnaisse leur complémentarité dans le processus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, et ils existent, hein, c'est pas qu'on les cherche, ils sont là. C'est juste qu'on n'a jamais pris le temps vraiment de les analyser, puis de les reconnaître à leur juste valeur. C'est d'ailleurs une revendication des associations de patients, des groupes communautaires depuis longtemps, et il serait temps qu'on les écoute. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, du partenariat en recherche, c'est de A à Z. C'est pas de C à E, c'est pas de B à Z, c'est de A à Z. Et pas parce que c'est pas idéologique quand je dis ça. Simplement que si c'est pas de A à Z, forcément, on tombe dans l'instrumentalisation. Quasiment automatiquement. Alors, donc, on veut pas tomber dans l'instrumentalisation. Alors, on se comprend qu'il y a des phases de déploiement, il faut rester, bien entendu. Donc, à la limite, si on est conscient qu'on est obligé de faire de C à Y, mais on est conscient des impacts, il n'y a pas de problème. Mais du partenariat en recherche, c'est de A à Z, avec des règles. Alors maintenant, il y a des dizaines de publications sur comment le faire. Donc, on sait comment le faire. Donc, s'appuyer aussi sur les meilleures pratiques. Elles sont là, l'unité de soutien SSA, on a développé en masse, a fédéré, j'en ai parlé ce matin, les universités pour ça, donc on sait comment aujourd'hui ça fonctionne. Donc troisième élément, donner les outils pour progresser. Donc je pense qu'on est vraiment là-dedans. C'est sûr que, pour finir là-dessus, je pense malgré tout, et ça revient à la question de la confiance aux citoyens,
on a toujours un peu considéré les citoyens par rapport à leur santé comme des personnes irresponsables, qui ne sont pas capables de se prendre en charge, qui n'ont pas vraiment d'intérêt à développer leurs connaissances, etc. 98% des citoyens aujourd'hui vont sur Internet ou vont chercher de l'information avant d'aller voir leur médecin. L'énorme majorité des décisions en santé sont prises par les gens chez eux. Et les savoirs, ils en développent en quantité astronomique. Donc il y a quelque chose là qui est essentiel si on veut arriver à débloquer et accélérer cet engagement des patients et des communautés et des citoyens dans la recherche. Cathy, quand vous entendez ça, okay, la question c'est, moi je l'ai bien constaté aussi, c'est rare les recherches auxquelles j'ai assisté ou j'ai participé que les patients citoyens ont été impliqués dès la formulation de la question jusqu'à la transmission des résultats. J'en ai pas vu beaucoup, là, puis mes collègues n'ont pas vu beaucoup. Beaucoup dans les étapes, par exemple, d'être consultés, de vérifier des hypothèses de travail, beaucoup de consultations, mais pas beaucoup de co-construction, comme disait Vincent, de A à Z. Si c'est documenté, si c'est pertinent, si c'est positif pour la qualité de la recherche, qu'est-ce qui bloque? Où ça accroche? Et puis là, je ne parle pas de vous en particulier. Ouais, c'est ça que j'allais dire. mais même, ça pourrait bloquer pour avoir été dans un autre centre de recherche qui est vraiment à travailler en approche écosystémique de la santé, donc avec les populations, beaucoup pour ce qui est environnement. C'est long et ce n'est pas reconnu. Donc, oui, ça se fait. C'est souvent des gens hyper convaincus. Si je prends par exemple mes collègues qui ne sont pas convaincus, qui vont avoir la même réaction que vous, que c'est leurs expertises. De toute façon, ils ne comprendront pas ce que je vais dire. Puis, bon, c'est un peu. Donc, il y a la question de littératie, mais il y a la question de peut-être, il y en a qui ne sont pas capables de le faire, ça. Donc, c'est peut-être de laisser ça à ceux qui sont capables de le faire. Et il y a encore cette question-là d'espace-temps aussi. Et là, il y a peut-être une petite différence aussi. Moi, plus recherche fondamentale avec communauté et tout, qui est différente de celle appliquée plus médicale avec patients. Donc, il y a celle citoyenne aussi. Je dirais que c'est... Je vais revenir à la même chose. Si l'Université de Montréal débarque en Abitibi-Témiscamingue faire de la recherche, premièrement, ça fait ça. 2, c'est pas compris. Donc, il faut absolument que aussi le noyau de chercheurs soit près des citoyens et qui comprennent la réalité. On est tous citoyens, même moi qui viens de là, ça fait 30 ans que je suis partie, je suis pas vrai qu'il faut comprendre la réalité de mon frère et de ma mère. Là. Tu sais, je veux dire, j'y vais, puis il fait « Oh, c'est vrai que c'est pas ça ». Donc, le chercheur qui vit là, lui, il la comprend. Je peux aller travailler avec ce chercheur-là, de par mon expertise. Mais ça me prend quelqu'un sur le terrain qui vit là, qui fait ça, qui va comprendre. Et là, l'espace-temps rétrécit parce que déjà, il y a cette compréhension-là du système qui est là. Et c'est pas pareil d'un endroit à un autre. Et j'avais beaucoup aimé quand Carole avait parlé de territorialisation, mais c'est aussi mon quartier, c'est aussi mon... Donc, c'est de développer cette proximité-là. Et tout le monde ici, je vous dirais, quelqu'un débarque chez vous puis vous dit « Hey, moi, je vais te dire comment faire, puis parce que je le sais, j'ai cette expertise-là. » Vous allez tout faire « Hey, tu sais, je ne sais pas comment c'est chez nous. » Fait qu'il y a tout ça qui doit rentrer en compte. Et puis bon, il y a des chercheurs qui ne pourront pas le faire, ça, mais c'est peut-être d'encourager ceux qui ont cette... puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de littérature là, qui existe de plus en plus là-dessus. Là. C'est un peu comme il y a des médecins qui sont très à l'aise dans le partenariat patient, puis il y en a d'autres qui ont l'impression qu'ils n'y arriveront jamais. Là, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? J'aime beaucoup ce que tu dis sur le langage, le dialogue. Au Québec, on a, je pense, le taux d'analphabète est à environ 15%. Analphabète fonctionnel, on est à environ 30%. Ça s'améliore, par exemple. Ça s'améliore, mais ce qui veut dire en fait que quand on fait un sondage en ligne, il y a un tiers de la population qui ne peut pas y avoir accès. Donc après, quand on développe une recherche et puis qu'on utilise des mots qui sont relativement complexes, et puis vous êtes arrivé dans le milieu de la santé et puis vous n'avez rien compris. Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis arrivé dans le milieu de la santé. Encore aujourd'hui, j'apprends des mots. Je ne sais même pas d'où est-ce que ça sort. Avec souvent en plus cet aspect de « je connais », tu vas apprendre, c'est certain que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Il y a aussi autre chose qu'on voit beaucoup en fait dans le milieu communautaire, et puis c'est la demande, c'est celle-ci, mais est-ce que ça fait vraiment partie en fait des priorités? Est-ce que ça vient
de la réalité du terrain, ou est-ce que c'est une demande qui vient d'un fonds, d'une demande ministérielle ou de quelque chose comme ça? On l'a vu beaucoup pendant la pandémie, il y avait des personnes qui arrivaient avec des projets complètement fous, mais les gens étaient en train d'avoir des problèmes extrêmement graves sur le terrain, puis ça répondait pas du tout à la réalité, donc il y a des gens en fait qui voulaient même pas collaborer là-dessus. Donc le langage, la réalité, c'est à mon avis en fait deux choses à vraiment prendre en compte dans ces aspects-là. En tout cas, il y a quand même des choses intéressantes. S'il y a du désir de certaines personnes, certains chercheurs, bien, peut-être tabler là-dessus. Hein, pas perdre son temps à dire il faut convaincre tout le monde. Allons-y avec ceux et celles qui ont déjà une ouverture. Il faut penser à donner du soutien si on veut que les communautés, notamment les groupes communautaires, participent. Centrale qui en fait déjà un bout, qui pourrait peut-être soutenir certains projets pilotes en lien avec la recherche. La compensation financière au niveau des citoyens qui s'impliquent, c'est aussi quelque chose qui est en train de changer parce qu'en passant, le ministère de la Santé et des Services sociaux est en train de réviser sa politique sur les compensations financières de l'implication des usagers dans les établissements. Jusqu'à maintenant, si un usager s'implique, je ne sais pas, dans la réorganisation d'une urgence, par exemple, il y a deux citoyens qui s'impliquent, ils ne font que du bénévolat. Okay? Alors que s'ils faisaient ça dans le cadre d'une recherche, il y aurait une compensation. Alors ça, tout ça est en train de brasser aussi par rapport à ça. Peut-être avant, j'ai un autre thème que j'abordais avec vous. Y a-t-il des gens qui veulent intervenir? Oui. Allez au micro, s'il vous plaît, pour qu'on soit bien sûr de bien vous entendre. Bon, et peut-être vous nommer qui vous êtes un peu. Oui. Jacqueline Laurentiel. Moi, j'en ai 80, là. Il faut que vous compreniez que je vais vous ramener en arrière, de temps en temps. Je vais vous parler d'un projet de recherche-action qu'on appelait dans mon temps et que moi, j'étais responsable d'un centre de femmes. Et la santé publique a dit, on fait un projet de recherche. Moi, ça m'a... Un projet de recherche avec santé publique. Là, je retourne en arrière, il y a 25 ans. Et... mais c'est sur le contenu et des fois sur la recherche elle-même que des fois on n'a pas compris le même sens. Alors c'était bien simple, là. C'était sur l'arrêt tabagique. OK? Bon, arrêt tabagique, moi je comprenais ça très bien, là. Mais le sens que la santé publique avait donné, c'est un arrêt immédiat tabagique, puis moi j'étais dans le processus de changement. Je vais vous dire, on a eu à s'ajuster beaucoup. Alors, c'est ça que je veux vous dire que des fois, le monde communautaire est bien prêt parce que c'est du temps qu'on a mis énormément pour trouver la clientèle, etc. Et aussi prendre le même langage que les intervenants, interfaces qu'on avait. Alors, ça, c'est du temps, puis on est deux dans le milieu. Alors là, ben, il y a quelque part, tu as donné beaucoup de temps. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est parce qu'en bout de ligne, là, santé publique a été malheureusement déçue parce qu'il n'y a aucune personne des femmes a été fumée. Alors, écoutez, là, mais j'aurais aimé, par exemple, qu'on refasse 3 ans plus tard du processus que moi je croyais puis qu'on avait repris, que peut-être qu'il y avait eu un résultat. Alors, merci. Merci. C'est intéressant, parce que là, on est vraiment... En tout cas, je vais utiliser un thème peut-être qu'on n'entend pas souvent dans le monde de la recherche. Moi, j'appelle ça le partage du pouvoir. Là, tu as des citoyennes, tu as des chercheurs de la santé publique qui semblent avoir des objectifs, et ça ne fit pas dans la réaction citoyenne, puis au lieu d'essayer de créer quelque part un consensus, bien, il fallait qu'il y ait un gagnant et un perdant. Il y en a un qui décide. Le partage du pouvoir, c'est-tu quelque chose qui vous parle? J'aimerais juste rebondir, et puis ça, c'est plus une expérience personnelle. Avec mon petit gars de 8 mois, il y a des jours où il ne voulait pas prendre sa suce, et je disais, il ne prend pas sa suce. Puis là, ma mère, à un moment, elle est arrivée en disant, mais donne-lui sa suce. Je lui dis, non, la semaine dernière, il ne prenait pas sa suce, il ne prendra pas sa suce. Et là, elle arrive, elle lui donne sa suce, et ça faisait juste une semaine. Mais c'est marrant de se dire, en fait, qu'une expérience qui n'a pas fonctionné à un moment donné, on ne peut plus la répéter pour savoir si ça fonctionne maintenant. Puis c'est un peu ça, quand on parle de momentum, il y a des choses qui se sont passées au cours des dernières années qui n'ont pas marché. Mais pourtant, aujourd'hui, en fait, c'est peut-être le bon moment de le faire. Donc on peut le reproduire, on peut essayer de voir si ça fonctionne. Donc, merci. Cathy, est-ce que le partage du pouvoir fait que certains chercheurs ne sont pas très ouverts à aller sur ce terrain-là? Oui, bien,
moi, je ne veux pas mettre tous les chercheurs dans la même boîte, parce que si on essaie de faire ça, on va fresser un mur, là, parce qu'il y en a que ça ne marchera jamais. J'ai compris un jour que ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas. Je travaille avec ceux que c'est le fun de travailler. Mais si j'ai besoin de leurs expertises, par exemple, moi, je peux y aller, leur parler, puis dire, j'ai besoin de cette expertise-là, puis tu me dis comment. Puis là, moi, je la ramènerai où est-ce que ça doit aller. Donc, je pense que c'est plus comme ça qu'on doit faire. Et puis, j'aime bien cette intervention-là. Pour moi, de l'innovation sociale ou de l'innovation, c'est pas comme créer une machine, là. Ça prend du temps. Et puis, ça marche pas. Ça marche, comme tu dis, avec ton enfant. Et puis, je rajouterais, là, vous aviez un comité citoyen, vous aviez l'INSPQ. Mais moi, je crois aussi qu'on doit mettre ensemble les communautés, les citoyens, les chercheurs, lorsqu'on veut faire une recherche, et ceux qui sont du milieu de pratique, qui travaillent là. Parce que souvent, les réalités sont les mêmes. Mais tout ça ne se parle pas. Puis en bout de ligne, ils ont tous le même besoin, en quelque part. Les gens qui travaillent en milieu de santé, en région, ils savent qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il y a besoin, qu'est-ce que les citoyens ont besoin. Ils ne sont pas entendus. Le citoyen parle, mais il n'est pas entendu. Puis le chercheur va travailler soit avec les milieux de pratique, soit avec les citoyens, mais jamais tout le monde ensemble. Puis là, moi, à les écouter, je me dis, tout le même but, là. On peut-tu juste s'asseoir tous ensemble et travailler un bien commun? Et puis, peut-être que ça va avoir un impact plus grand aussi au niveau politique, parce que c'est toujours là que le bas achoppe, là. Mais c'est peut-être aller plus loin que de juste un binôme, mais d'aller en tripartie, peut-être? Être multi. Peut-être, Julie, une dernière petite question en lien avec ce thème-là. Si tu avais accompagné un ou des groupes communautaires ou un groupe de citoyens et de citoyennes qui étaient approchés pour une recherche qui est pertinente, là, en lien avec eux autres, ou pour en discuter, c'est quoi que tu leur conseillerais, ces gens-là, pour qu'il y ait des conditions gagnantes pour participer, pour que ça marche? Pas se retrouver, comme on vient d'entendre, là, avec finalement une mésentente sur l'objectif même et la définition même de l'objet de recherche. Là. C'est difficile d'aller bien loin après. Là. Bien, je pense que ça a été dit tantôt, mais d'où l'importance dès le départ, de s'asseoir puis de ne pas justement les intégrer à partir de D ou de M dans l'alphabet. Là. Donc, de s'asseoir dès le départ avec le groupe pour réfléchir ensemble, mettre en commun où est-ce qu'on veut aller. Donc, tu sais, on a chacun une expertise, mais les citoyens et les citoyennes ont une énorme expertise aussi, puis c'est eux qui vont nous dire, tu sais, où est-ce qu'ils veulent aller, puis de quelle façon. Donc, nous, notre job, c'est de les accompagner là-dedans, de les soutenir, puis de les entendre, puis de s'entendre dès le départ, tu sais, sur où est-ce qu'on veut aller. Puis, en bout de ligne, tout le monde est gagnant d'y aller avec cette façon-là, parce vous l'avez dit, à la fin, c'est quoi? C'est santé publique? C'est ça? Qui était déçu. Oui. Mais si on s'entend dès le départ, c'est plus long. C'est assurément plus long. Mais en bout de ligne, tout le monde est gagnant. Donc, puis après ça, c'est sûr que dans la participation citoyenne, je pense aussi de notre côté, c'est de réfléchir en amont, puis parce qu'il il y a différents niveaux de participation citoyenne, jusqu'où on veut aller dans la participation citoyenne, mais après ça, assurément, il y a quand même toujours un certain partage de pouvoir. Et ça peut être déstabilisant pour nous quand on n'est pas habitué de travailler dans cette logique-là. Mais je pense que dans tous nos espaces où est-ce qu'on veut impliquer des citoyens, il y a un certain partage de pouvoir et, si possible, le plus possible. Et c'est ça, de mettre en place les conditions gagnantes pour y arriver. Puis après, je pourrais t'en nommer une panoplie, puis je ne sais pas jusqu'où tu veux que j'aille. Non, c'est clair. Merci. Jean-Pierre? Sur la mécanique de la participation citoyenne. Parce que, comme tu as dit tantôt, j'aimerais rebondir là-dessus. Les vieux chercheurs, on a des publications, on a une notoriété, puis finalement, qu'est-ce que ça donne? Moi, c'est parce que je suis vieux que j'ai sauté la clôture, puis qu'on parle depuis tantôt, la participation citoyenne, il faut s'investir là-dedans, il faut mettre du temps. Si j'étais jeune, moi, là, je sacrifie ma productivité scientifique, puis là, les indicateurs, les gens qui évaluent notre performance scientifique, disent, Després, il ne publie plus. Il ne fait plus d'études, fait que là, finalement, il n'est plus bon comme chercheur. Si on veut vraiment
valoriser la participation citoyenne, parce que moi, je suis vieux, mais je pense à la prochaine génération, mais il va falloir, dans l'évaluation qu'on fait de la performance des jeunes chercheuses et chercheurs, valoriser ça, l'implication citoyenne. Parce qu'en ce moment, ça l'est pas. Je regrette, ça ne l'est pas. Là. C'est publié, sois productif si tu veux avoir des subventions. Fait que je peux comprendre les jeunes chercheurs, chercheuses de dire j'ai pas le temps de m'investir là-dedans. Si je fais ça, ça va être au détriment de ma productivité, j'aurai pas de subvention, et ainsi de suite, ma progression de carrière. Fait que c'est impliqué comme ça pour les vieux. C'est possible de le faire, mais il va falloir que les organismes subventionnaires valorisent cette implication citoyenne, parce que ça peut être un élément extrêmement facilitant. Merci. Là, même si ce n'est pas sur le panel, je vais interpeller Mme Jobet, hein, parce que je ne vais pas vous mettre dans l'embarras, mais c'est quoi votre point de vue par rapport à ça? Justement, j'étais en train de me dire, mon Dieu, que fais-je? Qu'est-ce que je réponds? Là, tu n'as pas le choix, là. Non, j'ai plus le choix. Mais je vais nous ramener pour ceux qui étaient là ce matin dans la présentation du scientifique en chef. Puis il y a beaucoup de mots quand on fait des présentations et puis on passe à travers les notions et on ne s'arrête pas. Mais dans les mots qui étaient mentionnés ce matin, il y avait des mots notamment de science ouverte. Puis c'est celui sur lequel je vais m'arrêter. Je pourrais dire qu'il y avait aussi les mots d'objectifs de développement durable et qui sont très importants. Pourquoi je mentionne ça? Parce que quand une agence subventionnaire veut travailler avec sa communauté, puis la communauté au sens large, telle qu'on est en train de la décrire aujourd'hui, qui est une communauté de recherche, mais aussi une communauté de citoyens, de citoyennes, d'établissements d'enseignement aussi, de partenaires de santé, si elle veut arriver avec ce changement de paradigme de science ouverte, de circulation de la connaissance, d'application de la connaissance, et s'assurer d'avoir réellement un effet, un impact sur la société, elle n'a pas le choix que de regarder comment elle considère et comment elle définit l'excellence. Puis c'est ça que vous êtes en train de nous dire en ce moment, c'est pas seulement de dire je suis jeune chercheur, j'aurai pas le temps d'inclure un citoyen, de travailler avec, ça prend du temps. Il faut absolument qu'on réussisse à définir, ça veut dire quoi de l'excellence en recherche? Est-ce que c'est juste une productivité de publication ou est-ce que c'est une productivité de publication? C'est un peu comme ça qu'on est capable de communiquer sur notre connaissance, mais est-ce que c'est aussi le travail que je vais faire avec des organismes communautaires, avec des citoyens, avec des décideurs? Est-ce que ça compte aussi? Et dans quelle place je le considère aussi? Est-ce qu'il faut toujours que je sois citée en premier, que ce soit Jean-Pierre, vraiment un chercheur renommé qui soit mentionné, ou finalement, parce qu'à un moment donné, j'ai participé à construire une banque de données dont j'avais besoin pour être capable de construire la recherche que vous interpellez, ça compte aussi. Alors, je raccourcis ma réponse. L'agence subventionnaire que je représente dit, eh bien, cet atelier-là de redéfinir ce que veut dire l'excellence en recherche, nous l'entreprenons et certainement pas tout seul. Ça doit aussi se faire avec les établissements dans lesquels se font la recherche et avec lesquels se fait la recherche. Mais attendez-vous à des changements. Puis j'aurais presque envie de dire, c'est pas la peine d'écrire dans les journaux demain matin parce qu'on veut changer les choses. On va changer les choses. On va le faire au bon rythme, mais pour la reconnaissance qu'on a à faire. Merci beaucoup. Je peux faire un petit commentaire sur ce Oui, bien, je vais aller ici, puis je te reviens derrière. Oui, mon ami Vincent? Non, je voulais juste dire, je suis entièrement d'accord et je pense qu'effectivement, les organismes subventionnaires doivent faire leur effort, mais il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans, parce que si vous remarquez bien, ça fait quand même longtemps qu'on fait ça maintenant, Guy, tu peux témoigner aussi, on en a fait des projets d'engagement patient en recherche. Puis finalement, on se rend compte que les gens qui vont nous dire, c'est compliqué, puis c'est long, etc., c'est les gens qui n'en font pas ou les gens qui n'en font pas bien. Parce que quand même, s'il y a un phénomène qu'on observe depuis 10 ans maintenant qu'on fait ça,
c'est que tous les gens qui engagent des patients en recherche, puis c'est vrai aussi dans d'autres, pas seulement en recherche, mais dans d'autres domaines d'engagement, qui le font bien et qui l'ont fait une fois, ils ne reviennent jamais en arrière. Jamais. On n'a pas, c'est fou parce qu'on a peut-être 300-400 exemples de projets maintenant. Moi, j'en connais pas. Je connais personne qui a dit, ben moi j'ai essayé, puis finalement, ben non, ça me tente plus, j'ai arrêté. Donc oui, effectivement, il y a un rôle. Effectivement, il y a un cadre, il y a des incitatifs. Mais je pense que le problème, un des enjeux majeurs qu'on a, c'est que les gens, ils essayent pas. En fait, c'est vraiment la première étape parce que ça marche. Le truc, c'est que ça fonctionne, c'est que c'est efficace, puis ça donne des résultats. Ça, c'est clair. Puis c'est pas des petits résultats que ça donne là, c'est des gros résultats que ça donne. C'est paradigmatique les changements que ça donne dans beaucoup de projets de recherche. Mais il faut faire le pas, il faut le faire. Donc c'est ça la bonne nouvelle, encore une fois, c'est qu'en fait, faire attention aussi à ces discours-là parce que finalement, essaye, puis après on s'en reparle. L'essayer, c'est l'adopter. Catherine. Je vais y aller avec une tranche de témoignage. Parce que, en fait, les derniers commentaires m'interpellent beaucoup parce que je me dis, est-ce que je suis vieille en fin de carrière, folle, complètement désarticulée? Je pense qu'il y a quand même de la place pour différents modèles en recherche au Québec, au Canada. Et sans aucune prétention, je pense que ma survie en recherche en est la preuve. Quand j'ai fini mon postdoc au MIT, puis que j'ai dit que je m'en allais à l'Université du Québec à Chicoutimi, plusieurs personnes m'ont dit « Ah, on a été content de te connaître. Ça va être la mort de ta carrière. C'est ici que ça se termine. » Ben, c'était le fun, Catherine. Je pense que... Contente de t'avoir connue. Oui, contente de t'avoir connue. Quand j'ai passé 2 ans et demi à bâtir un échantillon puis à pas publier, on m'a dit « Tu vas avoir un méchant trou dans ton CV, t'es faite. » Ensuite, quand j'ai commencé à travailler avec Coram, avec des associations de parents, avec des groupes de familles où il y avait des allergies alimentaires, que je prenais tout ce temps-là, les gens me disaient, ben oui, mais pendant ce temps-là, tu publies pas. Je pense que graduellement, comme Vincent vient de dire, ça fait quand même 10 ans, je pense que les gens ont un éveil collectif, même dans la communauté de chercheurs. Le fait que j'ai été capable de renouveler ma chaire de niveau 1, j'ai eu une chaire de niveau 2, et je n'ai pas les métriques compétitifs avec ceux qui sont dans ma gang. Mon profil est complètement atypique et dénaturé par rapport aux autres profils. Il va le rester toujours parce que j'aime la diversité de ma carrière et j'aime m'impliquer à différents niveaux. Et je me donne un exemple parce que je suis capable d'en témoigner, mais je sais qu'il y en a bien d'autres. Là, c'est pas pour dire que c'est moi la bonne puis que je l'ai l'affaire. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer l'intelligence de la communauté de chercheurs non plus. Les gens en comité d'évaluation sont capables de reconnaître ces éléments-là et de le voir comme étant une force qui amène des nouvelles choses. Le fait d'être un moteur de recherche comme chroniqueur, ça me prend du temps. Les autres diraient, ça ne te donne rien en plus. Moi, je pense que non. Parce que ça donne une voix, puis une certaine légitimité à ce que je fais, même en région. Parce que là, ils se disent, hey, c'est une vraie chercheure qui dépasse le 200 km d'Épinette. Fait que pour eux, comme ils me connaissent, ils savent que ailleurs, c'est connu aussi ce qu'il a fait que ça doit être bien. Fait que je pense qu'il y a aussi cette proximité-là, le fait d'être aussi reconnu par les pairs. Je pense que c'est un modèle mixte qui fonctionne, qui est de plus en plus vu aussi en recherche. Cathy pourrait témoigner de plein d'autres carrières qui sont j'ai ce mot-là, mais je vais le dire hétéroclite par rapport au modèle. J'aime mieux atypique, c'est plus le fun. Mais je pense qu'il y a une ouverture, puis comme il y a une augmentation, ben l'ouverture va devenir confortable. Et ceux qui sont réfractaires, ben avec le temps, ils vont suivre la transition comme tout le monde. Et le modèle classique, entre guillemets, de chercheur qui travaille sur une molécule toute sa carrière et qui a 800 publications, ben c'est correct aussi. Et c'est complémentaire. C'est juste ça que je voulais dire. Bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Fait que si je n'ai pas d'autres questions là-dessus, je passerai à l'autre sujet. Un des autres enjeux importants de la santé durable, la recherche en santé durable, mais de la recherche en santé en général, c'est l'accessibilité aux résultats.
Ça aussi, c'est une autre découverte qu'on fait comme citoyen patient quand on rentre dans le monde de la recherche, de voir qu'il y a beaucoup de production de connaissances, beaucoup, mais sous une forme qui est compréhensible parfois que par d'autres chercheurs. Même les cliniciennes ont de la misère parfois à avoir accès à ces informations-là. Tu sais, toutes les thèses de maîtrise, de doctorat, le postdoc, tous les projets subventionnés, etc. Il y a quand même des gens qui font des efforts dans ce sens-là. Moi, je pense entre autres au commissaire, quand j'étais sur le forum de consultation, il avait mis en place une structure que quand il produisait un document de 258 pages, là, tu sais, sur les médicaments d'ordonnance, par exemple, bien, il faisait un résumé de 7 pages à côté. Puis c'est souvent ce résumé-là qui était consulté par les cliniciens, par les groupes communautaires et autres. Il y a eu des efforts à Vitam. Hein. Il y a même eu des formations de fait auprès des étudiants. Comment présenter ma thèse en 180 secondes. Donc, sur webinaire, des choses comme ça. Alors, il y a quelques initiatives, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis le citoyen, à tort ou à raison, a l'impression que c'est très hermétique, puis que de toute façon, il n'y aura jamais accès. Fait que je vais partir avec toi, Julie. Non, je vais y aller avec Mme Genet. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe avec la recherche pour que les résultats soient accessibles à tout le monde? Tout le monde, j'inclus les gens déjà scolarisés qui ont une bonne littératie, mais des gens qui le sont moins aussi. Bien, c'est sûr que ma réponse va être teintée par le fait que moi, c'est les groupes communautaires, le milieu communautaire que je connais, puis évidemment, les enjeux qui sont liés à la situation des populations vulnérables. C'est vraiment intéressant d'entendre ça parce que je recule dans mon ancienne vie où est-ce que j'étais vraiment dans le financement de start-up techno avec des chercheurs qui commercialisaient certaines choses. Puis où est-ce qu'on amenait des gens à venir présenter devant des investisseurs. Tu lèves ton premier financement, là, tu sais, ce qu'on appelle du seed investment au début, là, puis il faut que tu présentes pourquoi ça, là, ton invention ou ta technologie avec laquelle tu es en amour, comme un artiste est en amour avec son œuvre et qu'un chercheur est en amour avec son projet de recherche, comment que ça va se commercialiser. Puis c'était donc bien compliqué de simplifier les affaires parce qu'on partait dans des... Fait que tu sais, c'est universel, là, on s'entend sur plusieurs... C'est humain aussi. Maintenant, de rendre les choses accessibles pour le milieu communautaire, à la seconde où il n'y a pas un sommaire exécutif comme ça, ne serait-ce que par les enjeux que le milieu communautaire vit, puis Julien en a très bien parlé, ça tue le projet dans l'œuf. À la seconde où est-ce qu'on veut impliquer le milieu communautaire dans un projet de recherche, outre le fait qu'il faut le faire de A à Z, vraiment dès le début, même dans l'énoncé, puis ce que Madame disait, c'est exactement ça aussi. Hein? C'était une incompréhension dès le départ de l'énoncé, de la question même. Là. Il faut absolument qu'il y ait un engagement sur le partage de ces résultats-là dans un sommaire qui est accessible. En même temps, pour rejoindre aussi ce que Mme disait, quand elle disait qu'il ne faut pas sous-estimer le milieu des chercheurs puis de leur ouverture à ça, dans le milieu communautaire, c'est la même chose. Il y a une immense profondeur de compétences, d'éducation. C'est des gens ultra brillants. Donc, il faut sortir aussi de cette espèce de, je vais dire le mot préjugé, on a tous des préjugés, là, que le milieu communautaire, c'est des gens à vocation seulement. C'est ultra professionnel. C'est des gens qui sont... tu sais, un intervenant de rue, là, des fois, là, les gens vont dire oh, c'est un intervenant de rue. Oui, c'est un criminologue. C'est des gens qui sont capables d'aller là. Maintenant, est-ce qu'ils ont je vais dire le mot bande passante présentement pour aller là, puis aller analyser et des résultats de recherche et s'impliquer dans ça? Présentement, la réponse, 90% du temps, je pense que c'est non. Mais ça veut dire qu'il y a plein d'autres problèmes auxquels il faut s'adresser, puis entre autres le financement, là, c'est clair que ça passe par là. Donc, je ne suis pas si claire comme ça comme réponse, mais je dirais qu'il faut se donner le recul, la chance de mieux connaître aussi le milieu communautaire, puis les intervenants qui sont là, puis en même temps voir que ces résultats-là peuvent parler à condition qu'ils aient été impliqués dès le départ dans tout ça. Mais j'entends quand même que s'il y avait des sommaires clairs... Ah, c'est fondamental. Il y aurait une réception, là. Oh, oui, c'est comme si ça marche de tous les côtés de toute façon, mais c'est pas une question de vulgarisation, de sursimplification. C'est ça que je veux pas qu'on entende. C'est juste d'aller vers quelque chose de plus... qui est un vrai sommaire, mais qui donne les points les plus importants. Puis c'est fondamental. Un terme qu'on utilise de plus en plus, c'est que ce soit lisible, d'avoir de la lisibilité. Vulgariser, des fois, ça a comme un peu une connotation un peu négative. Thomas, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour qu'on ait accès davantage aux connaissances que tellement de chercheurs produisent?
on va essayer d'être positif. Et puis moi, j'aime quand Vincent est positif aussi, mais il faut que je vous raconte quand même cette rencontre qu'on a eue avec le ministère de la Santé, avec qui on a des très bonnes relations. Et puis, on parlait en fait d'indicateurs de santé. Puis là, en fait, on invite des chercheurs qui nous parlaient en fait d'indicateurs de santé. Puis on invite aussi des partenaires socio-communautaires. Et puis tout le monde arrive avec ses indicateurs. Et le ministère nous dit, nous aussi, on a nos indicateurs. Et puis en fait, personne ne sait parler. Ça, c'est l'un des problèmes récurrents qu'on a, en fait. C'est un problème de communication, mais c'est un problème de coordination, de manière générale aussi. Hein. Mais on a tous un intérêt, en fait, pour certaines choses, mais on va tous y aller, en fait, un peu de notre côté. Peut-être parce qu'on a envie d'y arriver en premier. Je sais pas qu'est-ce qui est dans ce processus-là. Ça prend beaucoup d'ouverture. Ça prend aussi en fait une volonté, pas forcément en fait. Et puis j'aime beaucoup ce que tu disais, Jean-Pierre, la course au papier, mais c'est la course à l'impact. Et puis quand on est dans la course à l'impact, on n'est plus en fait dans cette même conversation avec les autres. On a envie de partager. Je connais beaucoup de chercheurs en fait qui veulent pas partager leurs données, qui veulent pas partager leurs recherches parce que ils ont peur de se faire piquer les informations, parce que il y a un milieu qui est extrêmement compétitif à certains égards. On l'a vu passer de notre côté, on le voit à la SPQ, qui est une organisation à l'extérieur en plus de ça. Mais cette compétitivité-là, elle nous nuit à toutes et à tous, parce qu'en fait, elle nuit à l'ouverture qu'on va avoir à vouloir partager ces informations-là, à vouloir collaborer ensemble. Puis, au final, en fait, est-ce que c'est coécrire des papiers? Est-ce que ça veut dire collaborer davantage? C'est plus ça qu'on voit. Je ne suis pas du milieu de la recherche de mon côté. On collabore avec des personnes du milieu de la recherche, mais je peux vous avouer, en fait, dans tous les cas, que on voit de plus en plus d'efforts en matière de communication. La thèse en 180 secondes, c'est un exemple incroyable, avec la phase plus particulièrement. Il y a des personnes qui se lancent là-dedans et je pense qu'on est là pour les aider. Les organismes comme les nôtres sont là pour les aider, justement, et puis on peut faire appel à nous beaucoup plus souvent. Merci. Vous savez, comme patient ou comme citoyen, quand on participe à un comité et qu'on entend que les données ne doivent pas être partagées parce qu'il y a ceci, il y a cela, on est toujours un peu, je dirais, frustré, surtout si on comprend que ça a été financé par des fonds publics, là. Alors, on a un peu de misère avec ces notions-là. J'ai assisté récemment à une espèce de conflit sur transmettre les données ou pas, puis les compagnies qui sont embauchées par les cliniques médicales pour traiter les données médicales enregistrées. Et je leur disais, mais sont à qui ces données-là? C'est mon dossier, c'est votre dossier, c'est nos dossiers médicaux. C'est pas le dossier de la compagnie qui traite l'informatique de ces dossiers-là. Alors ça, on a toujours un peu de misère à être réceptif à ça. Oui, est-ce que je peux Cathy, ajouter quelque chose par rapport à ça? Quand on parle de la diffusion des résultats, je dirais aussi de multiplier les méthodes. Puis j'ai raconté un court anecdote avec le temps qui file, là, mais l'année passée, dans un projet collectif, on a consulté la population sur une panoplie de sujets. Un an plus tard, on a convié la population à une soirée qu'on appelait une soirée citoyenne pour présenter les résultats de cette consultation-là, puis de voir avec eux quels enjeux ils voulaient qu'on priorise. Puis il y a une citoyenne dans la salle qui nous a dit « Wow! » Elle nous a dit « C'est la première fois à la panoplie de consultation que je réponds. C'est la première fois qu'on me convie à une présentation des résultats. » Donc, tu sais, oui, le papier, c'est intéressant, bon, et tout ça, mais j'oserais dire aussi de profiter des occasions, de rencontres comme aujourd'hui, de profiter, de multiplier les rencontres aussi en personne pour avoir un dialogue, puis de s'inviter, par exemple, dans des groupes communautaires, de s'inviter dans des conseils de quartier quand, par exemple, les projets concernent des quartiers en particulier ou des organismes dont les sujets peuvent intéresser. Pourquoi pas s'inviter? Est-ce qu'on peut s'inviter 20 minutes chez vous? On vous présenterait ce qu'on a fait, puis on aimerait vous s'entendre là-dessus. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là aussi qui ne serait pas à négliger. Un petit truc, là, les groupes communautaires, ils font des pieds et des mains pour attirer des gens à leur assemblée générale annuelle. Parce qu'il n'y a rien de très, très sexy d'adopter les états financiers, puis les rapports d'activité, tout le kit. Alors, imaginez s'il y avait un ou une chercheuse qui venait parler de son travail, présenter ça aux gens, ça pourrait être un facteur d'attraction. On règle les questions techniques en 10 minutes, puis après ça, on parle des vraies affaires. Mais ils ne sont pas là, mais je trouve que c'est un endroit où vous pourrez l'être. Cathy, ce que j'allais dire. C'est une question de temps encore? Ça prend du temps, c'est vulgariser? Non, c'est pas nécessairement que ça prend du temps. J'aime bien multiplier les différents, mais une chose, moi, quand j'ai voulu devenir chercheur, on ne m'a pas dit qu'il fallait que je sois capable de parler aux politiciens, que je sois capable de parler aux communautaires, que je sois capable de... Donc, il y a des choses que je suis capable de faire. Ça, c'est quelque chose que je suis capable de faire. Parler aux politiques, je me mets 2 pieds dans les plats. Donc, il faut s'entourer aussi. Moi, si j'ai à
transmettre mes données de façon écrite, mais je vais aller voir quelqu'un comme Thomas. C'est pas ma force. Fait que c'est de dire, ben moi, en tant que chercheur, j'ai des choses que je suis capable de faire, puis il y a des choses que je suis pas capable de faire. Donc, c'est ça aussi. Oui, on peut, même, j'ai des étudiants, oui, on a de plus en plus de façons de les faire communiquer, d'exprimer, mais il y en a qui seront jamais capables de le faire comme ça, puis c'est correct, puis il y en a d'autres qui c'est une force pour eux. Mais là, je me dis, mais tiens, lui, il le réoriente là. Donc, c'est de dire, un chercheur n'est pas capable de tout faire. Si on est devant des gens à qui on doit expliquer, comme maman, ben, je lui demande si elle n'a pas compris, si elle a compris. Puis il y a des fois, on peut parler pendant une journée, puis je n'ai pas réussi à expliquer parce que je n'ai pas trouvé les bons mots. Alors, ben, je vais me revirer avec quelqu'un puis dire, ben, donc, je pense que le chercheur doit s'entourer. C'est pas vrai qu'il est capable de tout faire, là. Donc, c'est de dire, de reconnaître, moi, j'ai ces forces-là, ceux-là, je les ai pas, mais de se dire, c'est pas tout le monde qui veut collaborer non plus, là, de dire, ben il y a des organismes qui le font, ça, puis il y a des jeunes qu'on forme qui ont cette force-là de les envoyer dans ce genre de discipline-là. Puis, parce qu'on entend de plus en plus que il faut aller parler aux politiques, il faut aller parler aussi, oui, je veux bien, mais on n'est pas capable. Donc, c'est de reconnaître en tant que chercheur, de me dire, ben moi, il y a des choses que je vais envoyer quelqu'un qui va être capable de vulgariser ou qui va être capable de l'exprimer. Ton citoyen partenaire pourrait être cette personne. Oui, souvent, c'est ça qui va arriver. Parce qu'on est citoyen partenaire. Moi, il y a si quelqu'un m'expliquait quelque chose en physique quantique, je viens de me perdre. Donc, tu sais, on est citoyen partenaire aussi dans certaines choses. Je n'ai pas encore compris comment mon chat peut être à deux endroits différents en même temps. La physique quantique. Un peu en conclusion, ce sujet-là, Vincent. Je pense qu'il y a des enjeux. Puis là, peut-être que je regarde Mme Jabet, là, peut-être que ça c'est quelque chose à réfléchir. Peux-tu aller t'asseoir en arrière? Un des enjeux, c'est que la publication scientifique est principalement faite pour des scientifiques. Ça. Donc ça déjà, ça fait que moi je plonge là-dedans, j'ai plongé là-dedans comme citoyen. Je suis pas un chercheur, je suis pas un académique, et c'est vrai que c'est très aride, etc. Donc déjà il y a quelque chose à faire là-dedans. Si on veut appliquer des visions comme celles qui sont présentées depuis ce matin, on est vraiment dans le renforcement des savoirs citoyens. Il faut que tout le monde se mette en santé, il faut que tout le monde se mette à la tâche. Donc ça doit être un mouvement collectif, et la recherche, bien entendu, ne conçoit pas. Et je ne crois pas que ce soit si complexe finalement en bout de ligne. C'est juste de savoir c'est qui le client. Il n'y a peut-être pas juste un client à la publication scientifique, il y en a peut-être plusieurs. Puis à partir de là, il faut peut-être moduler les choses. Et je pense que quand Rémi aussi parlait de sciences ouvertes, etc., je pense que ça fait partie de la réflexion à avoir. J'ai une petite anecdote juste pour finir, c'est que il y a plusieurs années de ça, une des premières expériences, grandes expériences assez complètes qu'on avait fait d'application des patients dans un réseau de recherche canadien, c'était le réseau de recherche canadien sur la transplantation et la donation. Que notre vice-rectrice à la recherche de l'Université de Montréal co-dirigeait. Puis, on avait commencé à impliquer les patients, puis c'est vrai que les patients qui transplantés, c'est des patients qui ont énormément de densité expérientielle, et, bon, les familles, etc., c'est vraiment un sens. Puis, ils ont organisé leur premier colloque, en amenant une trentaine de patients et de familles à ce colloque. Je me rappelle, c'était à Calgary. Il y a peut-être 150 chercheurs, puis une trentaine de patients à Calgary. Puis le colloque se passe, donc le colloque avait été préparé dans ce sens-là. Puis on est à la fin du colloque, c'est la plénière finale. Et puis il y a un scientifique, et là on est un peu les apprentissages, là, comment on fait, qu'est-ce qu'on a appris des 3 jours. Et là il y a un des grands chercheurs qui se lève et qui dit, bah écoutez, moi j'ai trouvé ça super intéressant ces 3 jours-là, parce que généralement il y a plein de présentations de mes collègues où je les comprends pas. Mais là cette fois-ci ils ont tous fait un effort pour que les patients et les familles comprennent. Donc finalement en bout de ligne j'ai beaucoup mieux compris ce que mes collègues faisaient. Ça là. C'est QFD, quoi. Dit tout. Point final. Merci. On arrive au bout de l'exercice. Alors, j'aimerais ça, en conclusion, une phrase. Donc, à tour de rôle, une phrase qui dirait, dans 3 ans, la chaire de recherche en santé durable a été un succès. Alors, une phrase qui dirait, pour que ce soit un succès, qu'est-ce qui doit arriver? Thomas. Implication communautaire. Merci. Cathy. Implication de l'ensemble de la population. OK. Co-construction et co-leadership signifiant. OK, pas instrumentalisé. Oui, Mme Genet. Diminution des inégalités sociales. OK. Et Julie, je peux rien rajouter, là. Donc, tu es d'accord avec tout ça? J'annule tout ce qui a été dit, je le redis, c'est ça? Alors, il me reste à vous remercier infiniment
de votre temps, de votre générosité dans la participation. Alors, merci beaucoup. Merci à la salle d'avoir écouté. Je leur donne le stage à Jean-Pierre. Wow, merci beaucoup. J'apprécie particulièrement le commentaire de Vincent Dumais. Vincent, on a eu la même expérience à Alliance Santé Québec lorsque on a tenu des événements grand public où des sociologues et toutes sortes de logs en dehors de la faculté de médecine devaient présenter ce qu'ils faisaient. Comme il fallait vulgariser, bien là, tout le monde comprenait. Alors que dans le passé, bien, les gens faisaient semblant de comprendre parfois, ce qui est bien différent.